Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour les amis! Ah! Incroyable! Bienvenue! Est-ce que vous allez bien? Hmm. Je viens de finir le dernier épisode de House of the Dragon à 3 secondes du début du live. Ah ouais! Ah bah bravo, j'ai pas vu cette série moi. Mais j'ai méga du retard aussi sur euh, Game of Thrones. C'est con, l'été ça sert à ça sert à rattraper son retard sur les séries, mais non. Pas trop dur les JO à vivre à Paris? Non! Non, 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 non. Non, c'est même. Enfin, Paris est très agréable en ce moment. Paris est très agréable parce qu'il n'y a pas grand monde. Paris vide, c'est agréable. Et les endroits où il y a du monde, c'est sur les sites des Jeux Olympiques. Mais c'est très localisé en fait, les sites des Jeux Olympiques. Donc voilà. D'ailleurs, il y a BFM TV qui a sorti un sujet sur ces Parisiens qui regrettent d'avoir fui Paris. Parce que le discours ambiant des Parisiens depuis un an, 6 mois, c'était de dire les JO, ça va être l'enfer, ça va être un cauchemar, il faut absolument que je me casse, je me barre en vacances, j'ai pris mes billets de train, je m'arrache, il faut surtout pas rester à Paris pendant les JO, ça va être l'enfer. Ça a été le discours ambiant pendant 6 mois. Moi le premier. Hein. Moi le premier, j'ai dit ça. Et, euh, et en fait, tout compte fait, bah, c'est pas du tout l'enfer. Ça se passe très bien. Voire même, c'est super cool si t'aimes bien les JO. Si t'as envie de kiffer les JO à Paris en ce moment, t'as toutes les terrasses de café qui diffusent les JO, t'as une fan zone au parc de la Villette, t'as une fan zone devant l'hôtel de ville de Paris. Euh, En vrai, enfin voilà. Et donc du coup, voilà, donc du coup, il y a des Parisiens qui sont à la plage et ils voient sur leur téléphone qu'en fait, ça a l'air trop cool les JO et du coup ils se disent ah c'est dommage, j'aurais bien voulu vivre ça. C'est quand même un truc qu'on vit qu'une seule fois par siècle dans sa ville et moi je me suis barré à la plage comme un con. Donc, voilà, il y a plein de Parisiens qui se disent ça en moment, je trouve ça marrant. Alors on nous changera pas, hein, nous les Parisiens. Quand il s'agit de gueuler, on gueule. Puis bon après quand il faut admettre qu'en vrai ça va. Tant mieux, j'étais optimiste et j'ai bien fait de rester. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais enfin, si t'étais optimiste, t'as bien fait de rester, oui, effectivement. Mais après, alors mon quartier à moi a été bouclé pendant 2 jours. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai même pas vu. De toute façon, bah, je suis un nerd, hein, je vis à la maison, donc pas très important hein, que mon quartier soit bloqué, je vois pas la différence. Parce qu'il y a des épreuves de cyclisme qui passent dans mon quartier. Et du coup, le quartier était bloqué, donc voilà. Mais bon, j'ai envie de dire un quartier bloqué, un 4 août, ça fait pas chier grand monde. Hein. Hum. Incroyable, la course sur route. Ouais, c'est ça, c'est la course sur route, c'est ça, avec le final, le finish devant la Tour Eiffel. Et bah voilà, bah très bien. T'étais aux premières loges. Ouais, ouais, j'étais aux premières loges. Alors du coup, ouais, du coup, il y a des images à Montmartre notamment, il y a des images où en fait il y a une trop bonne ambiance en fait. Genre les gens ils viennent voir le Tour de France quoi. Ils viennent le long du parcours et puis il y a une bonne ambiance, les gens sont cool, on se marre bien. Bon, moi c'est pas mon truc, hein, le cyclisme. Je vais pas aller applaudir des cyclistes sur le bord de la route, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas grave. Tu les as vus de ta fenêtre les cyclistes? Non, 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 j'ai pas eu de ma fenêtre. Non, quand je dis mon quartier a été bloqué, c'est tout le nord-est de Paris qui a été bloqué. Hein. 18e, 19e, bien bloqué. C'est pas juste un petit quartier, hein, c'est une grosse partie de Paris. Mais bon, c'était bloqué de 14h à 19h. Très mal filmé par France 3, le vélo d'ailleurs. Ce n'est pas France Télévisions qui filme le JO. Ce n'est pas France Télévisions qui filme le JO. France Télévisions achète les droits de diffusion à celui qui filme les JO qui s'appelle le Comité international olympique. C'est lui qui filme. C'est lui qui est responsable. J'étais au Club France samedi, il y avait une super ambiance, jusqu'à ce que je tombe sur Raphaël Glucksmann à la sortie. Oh, t'as l'air de te laisser pourrir tes après-midi, toi, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est pas grave. Les gens qui ont nagé dans la Seine sont tombés malades. Alors, c'est quoi cette histoire des nageurs qui sont tombés malades après avoir nagé dans la Seine? C'est vrai ou c'est pas vrai? On a la confirmation que c'est vrai? C'est possible, hein? C'est faux? Non, c'est faux. D'accord, ok, c'est une fake news. Ok, ok.
J'ai vu passer le truc, je me suis dit, ouais, bon, je demande la confirmation, hein. J'en sais rien, je sais pas. C'est possible. Après, on en avait déjà parlé hein, sur la propreté de la Seine. La qualité de l'eau de la Seine, elle est publique. Elle est open source. C'est pas la mairie de Paris qui décide si l'eau de la Seine est bonne ou pas pour les nageurs. C'est pas les Jeux Olympiques non plus, c'est pas Macron non plus. La qualité de l'eau, elle est monitorée, voilà, je cherchais, avec des trucs qui sont publiés en ligne gratuitement, accessibles à tous, partout dans le monde, etc. Vous pouvez tous constater si oui ou non l'eau est baignable ou pas. Voilà. Il y a un triathlon belge qui a été hospitalisé après s'être baigné dans la Seine. C'est une corrélation ou pas? Il faut que la corrélation soit prouvée. Il faut pas, c'est pas, c'est oui, s'être baigné dans la Seine et tomber malade après, il faut, ça suffit pas. Elle a été malade après avoir dormi aussi. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui meurent après avoir bu un verre d'eau, hein. Moi, je serais vous. Corrélation, oui, mais pas de causalité. Oui, c'est ça, t'as raison, t'as raison. Corrélation, mais pas causalité. C'est corrélé, mais on n'a pas encore démontré de causalité. Tu as raison. On verra. Peut-être qu'elle sera prouvée, la causalité, c'est possible, hein. Hmm. Il me semble que les seuils acceptables ont été augmentés, CF, un article de Mediapart. Ah, ça, j'en sais rien. À partir du moment. Enfin, je sais pas d'ailleurs qui les a relevés, les seuils. S'il y a eu un relèvement des seuils. C'est l'organisateur des jeux. Parce que bon, les seuils, encore une fois, ils sont publics. Enfin, je veux dire, la qualité de l'eau, elle est publique. Après, la question de la décision de on se baigne, on se baigne pas, elle est prise par une autorité qui fait un choix. En disant en dessous de tel niveau, on se baigne pas, au-dessus, on peut se baigner. Mais la décision du niveau, elle est prise par une autorité et je sais pas qui c'est. Hmm. Fédération internationale de natation, normalement. Ok, d'accord. Comité olympique, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Je connais pas la gouvernance du sport de haut niveau. Je sais pas. Hmm. L'été, c'est un peu l'enfer pour un commentateur politique. Bah, ça dépend de l'été. Disons que nous vivons un été assez mouvementé d'un point de vue politique. Même si Macron, il a 10 pouces. Macron, il a 10 pouces. On fait une trêve. C'est la trêve olympique. Pas de politique. Mais moi, je m'en branle. Il me semblait que les rapports d'analyse n'étaient pas fournis à la presse. Ah non, c'est faux ça. Non, non, non. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que la qualité de l'eau de la Seine, c'est public. C'est de la data publique, comme Météo France. Il te donne la valeur du thermomètre. C'est public. On sait quelle température il fait. C'est pas Météo France qui décide. Bah, j'ai cru comprendre que c'était pareil. Après, je sais pas comment on mesure la qualité d'une eau, moi. J'y connais rien, hein. Je sais pas, on calcule le taux de je sais pas quoi. On doit vérifier, je sais pas, les nitrates, les bactéries, la quantité de sel, le pH, ce genre de données-là. Mais moi, je sais pas interpréter ça, hein, j'en sais rien. Comment on fait? Bon, il y a des gens dont c'est le métier. Heureusement qu'on n'attende pas de moi quoi que ce soit. Hmm. Les relevés étaient publiés par la mairie, mais c'est le comité JO qui a pris le relais juste avant les JO et il ne publie plus. Ah ouais? C'est pas bien ça. C'est pas bien.
Ce que je comprends pas, c'est l'entêtement des organisateurs de faire les épreuves de triathlon dans la Seine, alors qu'il y a d'autres sites qui sont magnifiques et où sont organisés les Ironman. Ah oui, il y a sûrement d'autres sites. Mais comme c'est Paris 2024, les Jeux Olympiques sont autant que possible à Paris ou dans l'agglomération parisienne. Et c'était une des conditions de la candidature de Paris, enfin pour l'accueil des JO, c'était que la Seine soit baignable et que les épreuves de natation aient lieu dans la Seine. Voilà. Enfin, les épreuves de natation en eau libre, évidemment. Par contre, mort de rire, les athlètes américains qui adorent les soins gratuits en France. Alors, il y a une athlète américaine qui a publié une story, je crois, où elle explique qu'elle hallucine à quel point les soins gratuits en France, c'est incroyable. Elle a pu bénéficier de soins, elle a rencontré un dentiste, elle a eu un frottis, je crois, par un gynécologue, etc. Et donc, elle hallucinait à quel point c'était gratuit. Moi, j'ai vu des gens dire, attention, la meuf, c'est une athlète olympique. Tous ces soins sont pris en charge par le Comité international olympique. Donc elle n'est pas allée à l'hôpital Georges Pompidou faire la queue pour avoir un rendez-vous. Elle était au village olympique, elle a demandé au staff médical est-ce que je peux avoir un rendez-vous, et ils lui ont trouvé un rendez-vous dans l'heure qui suit, et elle a rencontré un grand spécialiste, ça lui a pas été facturé, etc. Attention, attention. Oui, la France bénéficie d'une sécurité sociale et d'une assurance maladie pas dégueulasse par rapport à nos amis américains, c'est vrai. Mais on n'est pas non plus au niveau des athlètes olympiques pendant les Jeux. Voilà, j'aimerais bien. Moi, j'adorerais vivre dans un pays où on a ce niveau-là de prestations santé pour tout le monde. On n'y est pas encore non plus. Pourquoi elle a pas fait la diff? Parce qu'elle en sait rien, elle. Elle a pas fait la diff parce qu'elle en sait rien. Elle a fait le rapprochement avec la France parce que ça lui a rien coûté. Elle s'est dit c'est incroyable la France, machin. Mais je sais pas, elle le savait pas, elle s'en foutait. Faut pas lui en vouloir. C'est pas grave. Donc oui, le Comité international olympique paye des soins médicaux de très bonne qualité aux athlètes olympiques pendant les Jeux. Voilà. Ça c'est oui, 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 oui. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Je vous dis oui. Oui, ça me paraît logique, oui. Ok. Bon, ils payent ça. Donc tant mieux pour les athlètes. Mais non, tous les Français bénéficient pas de ça, non. Mm. Encore heureux. Oui, oui, non, mais oui, voilà, c'est ça, encore heureux. T'imagines si les athlètes, ils devaient faire la queue à Georges Pompidou pour aller se faire soigner une entorse avant d'enchaîner sur la finale demain matin. Excusez-moi, on peut avoir un rendez-vous? Ah, faut attendre une demi-journée? Ah merde. Hmm. La clinique du village olympique est financée par le COJO. Alors, au demeurant, c'est une très bonne chose. Moi, ça m'aurait fait chier que ce soit les impôts des Français qui payent la clinique privée des athlètes olympiques. Tu vois, il y a un moment, ça va. On veut bien accueillir les jeux, on veut bien dépenser beaucoup d'argent pour faire plein de trucs et tout. Il y a un moment, bon, la bouffe c'est pour vous, les soins c'est pour vous, voilà. Quand même. Clinique, d'accord, mais coiffeur et massage, bon. Ah, mais ça c'est le CIO, hein, c'est le CIO, c'est le COJO, ils se démerdent, hein. C'est leur pognon. Ils ont fait des partenariats avec LVMH. J'espère qu'ils rincent les athlètes avec tout le pognon qu'ils se font avec Louis Vuitton. Voilà. Hmm. Que penses-tu qu'on remette potentiellement le couvert pour les JO de 2030? Ah, c'est les JO d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. La France est candidate? J'ai cru voir que la France était candidate, ouais, maintenant que tu le dis. Bah très bien, je m'en fous. Je sais pas, ça dépend, c'est où? Seul candidat? Ah, la France est seule candidate? Ah ouais, ça devrait aller comme élection. Enfin, je veux dire, on devrait la gagner celle-là. Macron va peut-être gagner une élection. Dans les Alpes, ouais, je me doute que ce soit pas dans les Pyrénées, ça je peux comprendre. Les Alpes, d'accord. Euh,
Eh ben j'en sais rien, je sais pas quoi en penser. Je sais pas s'il faut en penser à quelque chose, je m'en fous un peu. Ou alors on peut le faire à Paris, ouais, t'as raison, on peut le faire à Paris, hein. JO d'hiver à Paris. Y a-t-il un essor économique observé chez les pays organisateurs de Jeux Olympiques dans l'histoire? Alors oui, mais ça dépend. Les pays du Sud qui ont accueilli des Jeux Olympiques ont bénéficié d'investissements de long terme, ont bénéficié de soutiens économiques internationaux pour payer des infrastructures. À l'occasion des Jeux Olympiques, on en profite pour faire des grands travaux d'infrastructures. C'est exactement ce qu'a fait Paris, enfin la France, pour la Seine-Saint-Denis, puisque vous le savez que le village olympique en Seine-Saint-Denis a été entièrement construit pour les JO, mais avec l'idée en tête de devenir des logements dans la foulée. Logements à la fois du mixte, à la fois du privé et du logement social. Euh, donc c'est bien parce que ça soutient la politique de logement nécessaire en Seine-Saint-Denis. Et en plus de ça, il y avait une ambition de faire des jeux, c'était dans le cahier des charges de la candidature de Paris 2024, c'était de faire des jeux écologiques. Donc que toutes les infrastructures qui seraient construites avec des matériaux écologiques, en respectant un maximum de normes, etc. Euh, qu'on utilise un maximum d'infrastructures déjà existantes. Parce que ça aussi, c'est un truc qui avait marqué, je me souviens notamment, les Jeux Olympiques d'Athènes, c'était en 2004, je crois. Les Jeux Olympiques d'Athènes avaient été un peu critiqués parce que bah, la Grèce avait construit énormément de stades pour accueillir les épreuves, des très beaux stades, des trucs comme ça. Et le problème, c'est que dès que les JO sont terminés, bah, en fait, les bâtiments sont tombés en ruine. Euh, les bâtiments sont tombés en ruine parce qu'en fait, il n'y a pas d'usage pour ces équipements hors JO. Il n'y a pas une demande d'un stade de 30 000 places, là, à cet endroit-là. C'est pas, c'est pas, c'est pas ouf. Euh, Donc voilà, donc c'est typiquement le genre de Jeux Olympiques où en fait on regarde la facture 10 ans plus tard et on se dit bon, là on a peut-être perdu un peu de pognon en fait dans l'histoire, c'est pas ouf. Les investissements c'est pas top. Donc voilà, pareil le centre aquatique là pour Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, encore une fois, on a construit un, un stade à côté du Stade de France, c'est là où il y a les épreuves de plongeon olympiques. Donc c'est un endroit avec une piscine olympique, etc. Machin. Donc c'est pour les JO, mais ça a été conçu dans l'idée d'offrir ensuite à la population de Seine-Saint-Denis un accès à une piscine publique qui fait défaut en Seine-Saint-Denis. Je sais pas si vous le savez, mais en Ile-de-France, plus vous êtes riche, plus vous avez facilement accès à une piscine publique. Dans les quartiers pauvres, il n'y a pas de piscine. On n'a pas investi dans les quartiers pauvres. Et ça fait chier. Donc, on s'est dit, bah, let's go les JO, c'est l'occasion, on va offrir un équipement tout neuf qui va servir pendant un siècle pour une population qui a galère, et notamment les scolaires, les enfants. Les niveaux en natation, des élèves sont mesurés par l'éducation nationale, et les enfants en Seine-Saint-Denis sont parmi ceux qui nagent le moins bien, qui sont malheureusement les plus susceptibles de mourir d'une noyade, parce qu'ils nagent moins bien, parce qu'ils n'ont pas de cours, parce qu'il n'y a pas d'équipement en fait. Parce que quand t'es prof au collège en Seine-Saint-Denis, bah, c'est pas facile de trouver une piscine pour emmener tes élèves, quoi. Parce qu'il n'y a pas de piscine, parce qu'il n'y a pas d'investissement, parce que le département est pauvre. Hmm. C'est le même problème à Marseille. Ouais, c'est le même problème à Marseille dans les quartiers nord, les quartiers populaires, effectivement. Pourquoi les athlètes des JO sont bien perçus par tout le monde alors qu'ils ont un comportement de droite? Attachement au pays énorme, individualisme dans le but d'être le premier, vouloir être dans la compétitivité, etc. Oh. Bah, bonne question. Bonne question. Non, vraiment, je sais pas quoi te dire. Je sais pas, je sais pas quoi te dire. Courage à toi. Euh, Quel est le secret pour avoir une voix grave et suave comme toi? Moi, ça, c'est un réglage de micro, ça. C'est une arnaque. En vrai, j'ai une voix de canard, mais vous le savez pas, vous vous en rendez pas compte. C'est trop être de droite que de vouloir réussir. Hey, les gauchos, vous en avez pas marre d'être nuls? Ah, attends.
les gauchos perdent des élections. C'est un peu leur spécialité. Faut leur reconnaître ça. Ils sont pas dans la compétitivité pour gagner. On est plutôt dans la défaite. Du coup, c'est raccord. On est content quand on n'est pas les seuls à perdre. C'est ça. C'est pas nouveau que d'être chauvin pendant la compétition sportive. Ah non, ça c'est pas nouveau. Ça, le chauvinisme dans le sport, c'est pas nouveau, non. Et l'anti-chauvinisme sportif aussi, c'est pas nouveau, hein. Coluche en faisait déjà des tartines à l'époque. Macron va attendre la fin des Jeux paralympiques inclus. Alors moi j'ai cru comprendre que Macron n'attendrait pas la fin des Jeux paralympiques. J'ai cru comprendre qu'il attendrait la fin des Jeux olympiques pour nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Qui serait potentiellement une personnalité de droite. On pense notamment à Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui pourrait devenir Premier ministre d'un gouvernement de coalition entre la République en marche, enfin pardon, entre Ensemble, donc les macronistes, et les républicains non ciotistes. Parce que s'il y a un truc que Macron a réussi à faire avec sa dissolution, c'est à scinder en deux les républicains. Ça, il a réussi. Il a réussi à obtenir la clarification qu'il voulait. Ciotti s'est barré avec ses potes pour rejoindre le RN. Et ceux qui sont restés sont avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a annoncé sa volonté de mettre en œuvre un pacte législatif, un pacte de législature, avec les macronistes sur un certain nombre de mesures précises. C'est ça l'engagement qui a été pris par Laurent Wauquiez. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de clarification. C'est-à-dire que Macron n'a pas réussi à faire d'alliance avec les LR pendant 2 ans alors qu'il a essayé matin, midi et soir. Là, il va peut-être enfin réussir à le faire. Est-ce que Macron aura la majorité absolue avec l'alliance des LR? Non. Emmanuel Macron n'aura pas la majorité absolue avec l'alliance des LR. Il aura une majorité relative. Une majorité relative plus difficile que celle qu'avait Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle avait 245 députés. Donc c'était une majorité relative, mais c'était quand même assez solide. Macroniste plus LR, aujourd'hui, ça fait 200 députés. Donc c'est devant le NFP, mais c'est pas de beaucoup. Et c'est pas suffisant. Est-ce que c'est possible de laver les coussinets de casque? Non, j'en ai acheté des neufs. Moi, ceux-là, ils sont neufs. Ils datent d'il y a 2 jours. J'ai pas essayé de les laver, ils étaient dégueulasses. Ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient sur mon casque, donc voilà. Pardon. L'accord Macron-droite, c'est une éventualité ou ça a été annoncé? Ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé, mais c'est une éventualité. C'est une éventualité parce que si on écoute les déclarations des différents responsables politiques, les macronistes ont déclaré qu'ils ne feraient pas d'alliance avec une coalition dans laquelle il y aurait la France insoumise. Donc ça déjà tu peux le rayer de la carte, c'est mort. Ils ne feront pas non plus d'alliance avec le Rassemblement national. Ça aussi tu peux le rayer de la carte, c'est mort. Qui est-ce qui leur reste comme alliance possible? C'est les Républicains. Et les Républicains, qu'est-ce qu'ils disent? Les Républicains, ils disent pas non à Emmanuel Macron. Ils disent qu'ils souhaitent être dans l'opposition à Emmanuel Macron, parce qu'ils n'aiment pas Emmanuel Macron, mais qu'ils sont prêts à travailler sur ce qu'ils appellent de eux-mêmes un pacte de législature. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qu'ils veulent voir entrer en vigueur. Et ils ont dit, sur cette base-là, nous, on veut bien discuter. Et les discussions, semble-t-il, sont en train d'avoir lieu actuellement. Donc on verra. Et pour paraphraser Clément Viktorovitch, l'enjeu n'est pas tant d'avoir une majorité absolue. Ça, il faut qu'on apprenne à arrêter de penser en majorité absolue, c'est terminé. Il n'y aura pas de majorité absolue dans cette Assemblée. En tout cas, de soutien à un gouvernement quel qu'il soit. On aura, quelle que soit la configuration, un gouvernement minoritaire. Et un gouvernement minoritaire, ça peut gouverner, faute de majorité, mais à la condition de ne pas être dégagé par une motion de censure.
Donc, à défaut d'avoir une majorité de voix pour toi, tu as une minorité de voix contre toi. Vous voyez la subtilité? C'est exactement ce qui a permis à Elisabeth Borne et à Gabriel Attal de gouverner. Ils n'avaient pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais les motions de censure n'aboutissaient pas non plus. Donc, tu peux rester au gouvernement. Et au demeurant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que tu ne puisses pas gouverner le pays avec une majorité de députés contre toi. Question bête. Le président n'est-il pas obligé de nommer un Premier ministre issu du bloc gagnant aux législatives? Alors, comment te répondre? Parce que la question que tu poses est la bonne. Le président de la République n'est pas obligé de nommer un Premier ministre plutôt qu'un autre. Il est obligé de nommer un Premier ministre. En revanche, il découle des articles 49 et suivants de la Constitution que le Premier ministre doit être soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale, ou à défaut, ne pas être démis par une motion de censure. Donc, ça implique le fait que le président de la République est un petit peu obligé de choisir un Premier ministre qui a le plus de chances de ne pas être dégagé par une motion de censure. Et comment on fait? Eh bien, quand un groupe ou une coalition obtient une majorité absolue des sièges à l'Assemblée, eh ben là c'est très facile de nommer le Premier ministre. Tu prends le chef de cette majorité. Bah oui. Donc c'était Chirac en 86, c'était Jospin en 97, c'était... Enfin voilà, c'était l'UMP avec Sarkozy, le PS avec Hollande, etc. Tu as une majorité. Là, pour le coup, la lecture est claire, elle est évidente, c'est naturel, etc. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où le président de la République doit se démerder pour nommer un gouvernement, quel qu'il soit, qui aura le plus de chances d'éviter une motion de censure. Ça va être dur, objectivement. Ça va être dur. Parce que le nouveau Front Populaire est à peu près assuré de se prendre une motion de censure. Si d'aventure Lucie Castet était nommée Première ministre, forte chance qu'elle soit dégagée. Le RN et les macronistes ont annoncé que s'il y avait des insoumis dans le gouvernement, ça dégageait. Tout de suite, vote de motion de censure, 48 heures plus tard, ça dégage, Lucie Castet n'est plus Première ministre. Si Macron nomme un Premier ministre RN, ah bah là tu vas avoir toute la gauche, tous les macronistes, plus les LR qui vont dire non. Motion de censure. Qu'est-ce qui reste? Tu nommes un macroniste? Bah un macroniste, ça a de fortes chances aussi d'écoper d'une motion de censure. Bon bah une fois qu'on a dit ça, on n'est pas avancé en fait. On n'est vraiment pas avancé parce qu'on ne sait pas qui nommer. Et donc du coup ce qu'on doit faire, c'est non pas dealer des coalitions. Coalition, ça veut dire on se met ensemble pour gouverner. Mais dealer des abstentions sur les votes de motion de censure. Exactement ce qui se passait avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont esquivé les motions de censure? Parce que certains députés, qui ne soutenaient pas le gouvernement, ne votaient pas pour autant les motions de censure. Ils préféraient s'abstenir sur les motions de censure en disant non. On ne veut pas rajouter du chaos au chaos. On ne votera pas la motion de censure. C'est notamment les Républicains qui faisaient ça. Donc voilà. Et les Lyotte aussi qui faisaient ça parfois. Donc quels sont les scénars les plus probables? Moi je pense qu'il y a un scénar qui s'éclaircit. C'est un gouvernement minoritaire macroniste-LR, avec Xavier Bertrand par exemple en Premier ministre. Et les RN qui annoncent qu'ils ne voteront pas de motion de censure, en tout cas dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent. Ils ne soutiennent pas le gouvernement. Ils restent dans l'opposition. Ils jouent leur rôle d'opposition. Ils essayent de faire passer des amendements. Charge au gouvernement de Xavier Bertrand, si d'aventure c'était lui, de négocier intelligemment avec le RN. Donc d'accepter certains de leurs amendements. De leur donner des gages pour leur dire
vous avez raison de, vous avez raison de nous soutenir indirectement, de ne pas nous censurer, puisque regardez, on vous accorde des trucs, des victoires politiques, etc. On va dans votre sens. L'autre argument qui va dans ce sens-là, c'est que Xavier Bertrand pourra dire au RN, écoutez, c'est pas compliqué, c'est soit nous, soit la gauche. Vous choisissez quoi? Faute de mieux, vous avez plutôt intérêt à soutenir indirectement. Encore une fois, ne pas soutenir, on va pas faire de coalition, il ne s'agit pas de gouverner ensemble, on n'est pas potes, on veut pas la même chose exactement, loin de là même. Donc ça pourrait être un truc comme ça. Ça pourrait être un truc comme ça. Vauquier ne voulait pas être dans l'opposition et ce n'est pas possible? J'ai pas compris ta question. Ils peuvent pas voter des motions de censure en boucle? Si. Mais bon, une motion de censure qui passe pas, c'est une forme de d'onction de censure. La méga manif si Bertrand est nommé. C'est possible. C'est possible effectivement qu'il y ait un mouvement social. Après, vous le savez, hein, la météorologie des mouvements sociaux n'est pas une science exacte. C'est très dur d'estimer avant la manif quelle va être l'ampleur de la manif. Tu trouves ça normal qu'après les élections, les macronistes reviennent au centre du jeu, au centre du projet? Bah, ils ont une position centrale à l'Assemblée. Ça veut pas forcément dire que c'est les faiseurs de roi. C'est sûr qu'en termes de messages envoyés, ça peut être difficile à entendre pour beaucoup d'électeurs qui ont voulu voter contre Macron, qui ont eu l'impression que Macron avait perdu les élections, et au final, c'est Macron qui gouverne toujours, avec un gouvernement minoritaire. C'est sûr en termes de signal envoyé, c'est pas top pour ces électeurs-là, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est des électeurs qui étaient déjà opposants. Donc pour eux, c'est gagné. Enfin, pour eux, c'est gagné, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à les séduire, hein, c'est pas très grave. Là où par contre, il y a un risque dans le scénario que je vous décrivais, donc c'est alliance minoritaire macroniste à l'air, qui gouverne, et abstention du Rassemblement national de voter les motions de censure, en tout cas dans un premier temps. Si jamais on a ça, je sais pas si c'est dans l'intérêt du RN, en fait. Je sais pas si le RN n'aurait pas plutôt intérêt à s'opposer frontalement à Macron, parce que un des carburants du RN, c'est la déception du macronisme. Si les électeurs du RN commencent à sentir qu'en fait le RN, il est un peu en soutien du gouvernement, à force de ne pas voter les motions de censure, bah, peut-être que ces électeurs qui sont en colère contre Macron préféreront la prochaine fois voter à gauche plutôt que de voter RN, en se disant en fait la vraie opposition elle est à gauche. Et ça, du coup, ça peut être une perte sèche pour le RN en termes d'électeurs. Le RN n'a pas intérêt à perdre la part de colère de ses électeurs, qui s'expriment dans les urnes, dans le bulletin RN. Et c'est du coup toute la difficulté pour le Rassemblement national qui a besoin de montrer à ses électeurs qui sont dans l'opposition radicale et qui sont une alternative et que Jordan Bardella c'est mieux que Macron, etc. Et en même temps qui ont leur stratégie de la dédiabolisation qui consiste à être responsable, adulte, poli, serrer des mains à l'Assemblée, à être un Rassemblement national respectable. Donc, un Rassemblement national qui ne vote pas la première motion de censure venue pour dégager un gouvernement qui fait ce qu'il peut. Une motion de censure qui serait votée avec les voix de la gauche, ce qui renforcerait le narratif macroniste. Ah bah oui, oui, non mais oui, bien sûr. Ah bah ça, de toute façon, c'était déjà le cas avant. C'est ce que les macronistes disent déjà depuis 2 ans. Quand ils renvoient dos à dos la gauche et l'extrême droite, ils disent, bah regardez, ils votent les mêmes motions de censure. Finalement, LFI, RN, pareil, regardez. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que les insoumis ne votent pas les motions de censure RN. Par contre, le RN vote les motions de censure insoumises. C'est malhonnête?
Non, c'est pas malhonnête. Ça joue. Ça joue. Ah, de les mettre dos à dos? Si, non, oui, non, de les mettre dos à dos, c'est pas un truc que je... Mais en tout cas, du point de vue macroniste, ça leur donne des arguments en disant, bah, vous voyez qu'on a raison de les mettre dos à dos, ils votent ensemble. Ils votent main dans la main, l'extrême droite et l'extrême gauche, pour reprendre le vocable des macronistes. LFI accepte les votes RN pour se faire élire aussi à l'Assemblée. Alors, il y a 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale insoumise qui ont été élus en partie avec des voix du Rassemblement national. Je vous rappelle qu'on ne peut pas choisir les voix que l'on a à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire que quand tu te présentes à une élection, tu choisis pas les votes pour toi. Les gens sont libres de voter pour toi ou pas. S'il y a des mecs du RN qui votent pour toi, tu peux rien y faire. Tu peux pas la refuser. Tu vas dire, ah non, 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 on retire ces bulletins là, je les veux pas. Bah non. Est-ce que tu verrais la réforme des retraites tomber avec un vote NFP-RN? Très bonne question que tu poses. Très bonne question. Effectivement, l'abrogation de la réforme des retraites passera peut-être par un vote majoritaire du RN et du NFP. Le NFP seul n'a pas les moyens d'abroger la réforme des retraites. Donc il y aura besoin des voix du RN. Quand sera le vote? Ah ça j'en sais rien. Ça le calendrier je sais pas encore. Regardez on va faire ça. C'est un petit ventilo mécanique. Pardon j'arrête. Si c'est abrogé, c'est retour à l'ancien système par défaut où il faut revoter une loi sur les retraites. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu présentes une nouvelle réforme, soit tu retournes à la réforme antérieure. La réforme antérieure des retraites, avant celle d'Emmanuel Macron, c'était celle de Marisol Touraine. Donc c'était la retraite à 62 ans, avec une montée en charge progressive à 64 ans, sauf carrière longue. C'est quoi la finalité des législatives et comment continuer d'appeler à la mobilisation pour les prochaines? Je comprends pas ta question. La finalité des législatives, c'est d'élire des députés par circonscription au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Et comment continuer d'appeler à la mobilisation pour les prochaines? Je sais pas. Il faut parler aux abstentionnistes, leur dire de se mobiliser. Pourquoi c'est confus la politique? Parce que c'est pas fait pour être clair la politique. La politique c'est souvent confusant. Mais c'est normal, ce sont des rapports de force, ce sont des équilibres de pouvoir, institutionnels ou non. C'est humain, ouais c'est ça, c'est fondamentalement humain la politique. Et c'est très bien que ça le soit. Je ne souhaite pas être gouverné par des algorithmes ou des équations mathématiques, ça ne m'intéresse pas. La gauche disait on a gagné, la réalité elle a tout de même perdu, Macron a tout de même gagné, il fait fi des résultats. Alors la gauche disait on a gagné. Moi depuis le début, dès le soir du second tour des législatives, je vous ai invité à faire attention avec ces discours-là. On a gagné les élections, on a gagné les élections. Attends. Vous avez moins de 200 députés. C'est mieux que d'autres, mais c'est pas une majorité. Donc je comprends pourquoi la gauche fanfaronne en disant on a gagné, on doit gouverner. C'est normal qu'elle le fasse, elle a raison de le faire. Lucie Castet, elle est dans son rôle. Quand elle insiste en disant je dois être nommée à Matignon, etc., elle a parfaitement raison, c'est un rapport de force. Mais c'est pas parce qu'un camp politique dit on a gagné qu'il a vraiment gagné. Encore faut-il qu'on se mette d'accord sur la notion de victoire. Et dans une assemblée nationale tripartitionnée, difficile de dire qui a gagné de manière totalement évidente aux yeux de tous, etc.
C'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas forcément un vainqueur à une élection. Hein. C'est pas un match. On compte pas des points. Ça peut être plus subtil que ça. Et c'est plus subtil que ça dans des situations notamment de scrutin proportionnel, par exemple. Alors, on n'est pas très habitué en France parce que par définition, la 5ème République fonctionne avec le scrutin majoritaire. On a eu une proportionnelle une fois en 86. Mais on n'est pas habitué en France à avoir des proportionnelles. Là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une proportionnelle. Et la France n'est pas habituée à ça. Voilà. Les Allemands sont habitués, les Italiens sont habitués. Ils connaissent ça. Nous, on s'arrache les cheveux parce que, depuis 70 ans, on nous a appris qu'il y avait toujours un gagnant et un perdant à une élection. Et, objectivement, c'était vrai. Ça a été vrai. L'écrasante majorité des élections législatives, le soir à la télé, t'avais un gagnant. Bon. Et ben là, on découvre que c'est plus subtil que ça. Que le nouveau Front populaire se prévaut d'être une coalition avec une majorité relative, ce qui est vrai dans le sens où c'était une coalition qui a été fondée avant l'élection et qui est venue ensemble à l'élection. Donc ce sont 4 groupes de députés qui sont ensemble dans une alliance qui s'appelle le NFP et qui ont une majorité relative en termes de coalition déclarée à l'Assemblée nationale. Et si on regarde numériquement en nombre de groupes, en nombre de députés dans un groupe, c'est le RN qui a gagné les élections. Le RN est le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Mais ça ne lui permet pas de gouverner non plus. Et ensuite, on a vu, lors de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qu'une autre coalition était possible, qui n'était pas le NFP, et qui était majoritaire, plus que le NFP. C'est la coalition macroniste-LR. Et c'est cette coalition qui a permis l'élection d'Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, si vous me posez la question, quelle est la coalition qui a la majorité relative à l'Assemblée nationale ? Ma première réponse sera le nouveau Front populaire. Et ma deuxième réponse sera macroniste plus LR aussi. Eux aussi, ils ont la majorité relative. Ils nous l'ont démontré à l'occasion d'un vote. Et un vote un peu stratégique quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je suis en train de vous parler donc des équilibres à l'Assemblée nationale. Mais je vous rappelle qu'une loi, pour qu'elle soit votée, c'est pas la majorité relative, hein, c'est la majorité absolue. Donc quel que soit le gouvernement là, je ne sais pas ce que sera le gouvernement dans 2 semaines là, quel que soit le gouvernement, il va devoir trouver des marges de manœuvre. Avec d'autres groupes qu'il n'aime pas, avec qui il n'a pas envie de gouverner. Et Lucie Castet est une femme lucide. Elle l'a dit dans une interview la semaine dernière. Elle a dit qu'elle, si elle était nommée Première ministre, elle travaillerait à trouver des majorités, texte par texte, pour diriger le pays. Et elle ne l'a pas dit parce qu'elle en meurt d'envie. Elle l'a dit parce qu'elle sait qu'elle n'a pas vraiment le choix. Je trouve qu'elle a du courage, Lucie Castet, d'avoir accepté d'être candidate Première ministre et de se projeter dans une assemblée comme ça où il n'y a que 200 députés qui te soutiennent. Oui, j'ai vu des gens qui ont dit 49.3, arrêtez avec le 49.3. Le 49.3 n'est pas une baguette magique, le 49.3 ne permet pas de faire passer des lois magiquement à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas comme ça. Le 49.3 est un outil qui, lorsqu'il est utilisé, déclenche le dépôt d'une motion de censure. Autrement dit, vous n'utilisez le 49.3 que quand vous êtes sûr et certain de ne pas écoper d'une motion de censure. Aucun gouvernement dans l'Assemblée actuelle ne peut être sûr à 100% d'échapper à une motion de censure. Donc bon courage pour le dégainer ton 49.3. C'est probablement tes dernières 24 heures à Matignon, si tu l'utilises. Sauf si tu négocies. Sauf si tu négocies. Lucie Castet, Première ministre, pourra peut-être négocier dans la nuit avec les macronistes en leur disant « Ne votez pas de motion de censure demain ». Et les macronistes qui ont dit « Ah ouais, tu veux pas qu'on vote de motion de censure ? Eh ben nous, on veut ça en échange. » C'est une négo, c'est un rapport de force. Exactement ce qui s'est passé
avec Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle était maline, elle suivait les streams de Jean Massier, donc elle connaissait la composition de l'Assemblée nationale, elle faisait ses maths, et elle disait, tac, 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 je calcule, ok, si les Républicains votent pas la motion de censure, alors la motion de censure ne passe pas. Elle prenait son téléphone, elle appelait les Républicains, elle disait, voilà, comment on fait pour que vous votiez pas la motion de censure? Qu'est-ce que vous voulez? Et les Républicains, ils négociaient des trucs. Enfin, ils faisaient leur boulot, quoi. Ils faisaient leur boulot de député. Ils disaient, bah voilà, nous on veut pas de pression fiscale supplémentaire, nous on veut un accompagnement spécifique des entreprises, nous on veut moins de dépenses de l'État, etc. Et Elisabeth Borne, elle disait oui. Hmm. Il se passe quoi si le gouvernement est censuré moins d'un an après la dissolution? Ah bah il se passe rien, on retourne au point de départ. On retourne au point de départ. Faut renommer un Premier ministre. Et on retourne au point de départ. Faut nommer un Premier ministre qui n'écopera pas d'une motion de censure. Le précédent s'est raté, il en a bouffé une. Le suivant. Est-ce que ce n'est pas une preuve de faiblesse du nouveau Front Populaire d'avoir poussé pour Lucie Castet et l'envoyer en première ligne? J'ai l'impression qu'elle se débat seule. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit une preuve de faiblesse du NFP d'avoir nommé Lucie Castet, enfin d'avoir désigné Lucie Castet. Je pense que c'est une preuve de faiblesse du NFP que d'avoir mis autant de temps à donner un nom et à avoir publiquement révélé leur désaccord. Ça a pas beaucoup aidé le NFP. Ça l'aide pas beaucoup à être majoritaire, ça l'aide pas beaucoup à être solide. Euh, il eût été idéal que le NFP donne un nom de Premier ministre avant l'élection. Ils l'ont pas fait. Ils nous ont expliqué sur tous les plateaux que ça servait à rien de toute façon, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucun problème, vous verrez, on aura un nom et tout. D'accord, très bien. Bon, moral de l'histoire, ils en avaient pas. Donc ils ont mis 2 semaines, 3 semaines à s'engueuler, 2 semaines. Et ça n'a pas donné un très très bon spectacle. En revanche, la faiblesse du NFP, c'est le PS. Oui, comme d'hab. Enfin, sauf quand on a besoin d'eux pour gagner des élections. Mais après, oui. Je pense pas que ce soit une faiblesse, Lucie Castel pour le NFP. Je pense que c'est un beau nom. C'est une bonne idée. Et je pense surtout que le NFP a raison. Le NFP a raison d'insister, en fait. Ils sont dans leur rôle, le NFP. Ils sont dans leur rôle. Ils ont intérêt à rester unis, à insister auprès de Macron pour que Lucie Castel soit nommée Première ministre. Ils ont raison de forcer. Mais gardez à l'esprit, encore une fois, ces éléments de rapport de force dont je vous parlais, qui expliquent pourquoi, parfois, le NFP, et c'est normal, utilise des arguments un peu fallacieux, qu'on peut leur pardonner parce qu'ils sont dans leur rôle, mais gardez en tête que c'est plus subtil que ça et qu'il y a une négociation derrière. C'est quand même plus facile de négocier des abstentions sur la motion de censure quand tu as la main sur tout l'exécutif et le bouton de la dissolution. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est plus facile quand t'es dans le camp présidentiel, effectivement. Parce que tu as le bouton de la dissolution à ta disposition. Euh, Ceci étant. Putain, attends, j'avais un truc en tête, je l'ai perdu. Je sais plus. Mais.
Tu veux plus. Bouton dissolution Macron. Ouais, ouais, non, 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 je cherchais un contre-exemple. Pour montrer qu'en fait, ça n'empêche pas de négocier, y compris les abstentions sur les motions de censure. Non, oui, c'est ça, ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, tous les députés n'ont pas intérêt à la dissolution. Attention avec ça. Il y a des députés, il y a des groupes de députés, il y a des partis politiques qui ont intérêt à ce que le président dissolve. Parce qu'ils savent que s'ils dissolvent, alors ils bénéficieront d'un boost d'opposition et ils vont gagner plus de députés. Donc c'est dans leur intérêt. C'est en général les gens que tu entends dire le président de la République devrait dissoudre l'Assemblée. Quand tu les entends dire ça, en général, les gens qui disent ça sont membres d'un parti politique qui a intérêt à ce que la dissolution ait lieu. Il y a d'autres partis politiques qui regardent les sondages, qui regardent les rapports de force, etc. et qui se disent en vrai, là, non. Non, non, non. Non, dissolution, ce serait pas ouf pour nous, là. Ce serait pas top top. Exemple par exemple, la NUPES. La NUPES qui se déchire pendant la campagne des élections européennes, et quand je dis qu'ils se déchirent, c'est qu'ils s'envoient des fions à travers la gueule sur le plateau de Baxit, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale en se disant c'est le bon moment. Parce que là, la gauche, là, la NUPES, ils sont dead. Les mecs se détestent, ils vont pas faire une alliance. Surtout si je dissous de manière surprise, et qu'ils ont que quelques jours pour faire une alliance. Du point de vue de Macron, c'était pas une mauvaise idée. De se dire, mais attends, si je dissous maintenant, je défonce la NUPES et je défonce les LR. Donc il dissout, et la surprise, la NUPES continue avec le nouveau Front Populaire. En très peu de temps. Donc, pas mal. Pour la NUPES, enfin pour le NFP du coup. En revanche, les LR, eux, ils se sont scindés en deux. Là, pour le coup, les LR, on a tous vécu le drama de Los Republicanos. Le problème de tout ça, c'est que la gauche a plus d'ego que la droite. C'est quand même un sacré truc. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a à gauche des personnes qui veulent se ménager 2027. Je te l'accorde. Il y a des partis politiques et des personnalités influentes à gauche qui veulent être candidats en 2027, etc. Mais à droite, c'est encore pire, frère. En vrai, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Rachida Dati, les gars, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Quand même. Hmm. Dati veut Paris. Oui, tu as raison, Rachida Dati veut la mairie de Paris en 2026. À gauche, ils s'envoient des pics, à droite, ils y vont au RPG. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, c'est grosse ambiance, hein. Je pense qu'on peut faire le même pour la gauche. Mélenchon, Glucksmann, Tondelier, Olivier Faure. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et sinon, le Z-Event, je n'ai pas été invité au Z-Event cette année. Je ne serai donc pas sur place. Dati, elle a la coalition qu'il faut pour gagner Paris. Bah, elle s'est embarquée dans un gouvernement macroniste quelques mois avant la dissolution, donc c'est un peu c'est un peu mal emmanché pour elle. Hmm. Non, non, mais donc effectivement, j'ai appris comme vous hier la tenue du Z-Event au début du mois de septembre. J'ai découvert que j'étais pas invité au Z-Event. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je suis fidèle à cet événement et je vous invite à le soutenir et à y participer. Je ne sais pas si j'y participerai en ligne. Je l'ai déjà fait, le The-Event en ligne. C'est pas mes meilleurs souvenirs de stream. Je suis pas persuadé d'être capable de vous offrir quelque chose d'intéressant en ligne. Donc on verra.
Et oui, c'est pas très grave. Je ne suis absolument pas indispensable. Pas de super jingle du coup. Eh non. T'es peut-être trop politisé. Bah ouais, enfin sachant qu'il y a Clément Viktorovitch et OP Crotte. Eh non, mais je suis pas Montpellierin, je suis pas dans la team du lundi, je suis pas au cœur du truc, c'est pas grave. Une histoire de nombre d'heures streamées. J'en sais rien, je sais pas, peut-être. Ah, du coup, c'est parce que j'ai été hospitalisé que j'ai pas que je participe pas aux events? C'est possible. C'est possible, je sais pas. Ça m'apprendra à être malade. Euh, Mais après, c'est la volonté de Zera qui l'a très bien expliqué hier de faire un événement plus resserré. Il y a que 36 streamers sur place. La dernière fois, on était une cinquantaine, je crois, de mémoire. Donc c'est aussi une question de dimensionnement du projet, hein. Trop à gauche. Ah, ça me perdra, ça. Ça me perdra. Il y a Klemovic. Ouais, ouais, il participera le dernier jour. Parce qu'il pouvait pas être là les deux premiers. Hmm. T'es trop à gauche et trop à droite, t'avais aucune chance. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, mais ça, c'est la classique, ça. Ouais. T'es un peu moins gros que les autres, peut-être tout simplement. On peut en discuter, ça. Je trouve ça ok de faire tourner les streamers. Ouais, 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 moi aussi. Non, 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 mais c'est très bien. Encore une fois, je ne suis pas indispensable aux The Event. J'y aurais participé avec plaisir si j'en avais eu l'opportunité, mais ce n'est absolument pas grave. D'autant que je ne sais absolument pas dans quel état sera la politique française au début du mois de septembre. J'aurai peut-être beaucoup, beaucoup de travail. J'aurai de toutes les manières beaucoup de travail en septembre parce que c'est la préparation de la rentrée de Baxit. Euh, donc, voilà. Et je ne sais pas encore si je m'inscrirai pour le faire à distance. Ça, j'ai pas encore la réponse. Je verrai. Hmm. Tu fais le J-Event du coup. C'est mort. C'est mort. Bah, l'été dernier, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais organisé un festival qui s'appelait Paul and Chill. Euh, mais, euh, euh, mais ça n'avait pas été un succès. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça n'avait pas été un succès. Donc j'ai laissé tomber ce projet. Je me permets, ici, il y a de vrais échanges avec le public. Viktorovitch, de son côté, il monologue pas mal et il est très condescendant. Oh, mais t'es méchant avec Clément. Clément, il a le verbe. Clément, il a la hauteur. Clément, il a la grandeur. Moi, je suis en stream bas les couilles. Là, je sais pas si t'as remarqué, mais on est le 5 août. Je suis dans un stream extrêmement détendu du slip. J'ai rien prévu. J'ai pas d'article de côté. Il n'y a pas l'Assemblée nationale. Politiquement, il se passe rien. Moi, je lis le chat peinard. Mais je peux être très condescendant aussi si tu veux, hein. Si vous voulez que, voilà, sur l'échelle de Viktorovitch, parce que visiblement il y en a une. Ici, on suit les JO. Ouais. Hmm. T'es en quel but là? Non, 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 j'ai mis un pantalon.
J'ai mis un pantalon. Ah, on fait les choses bien quand même. Ça manque de condescendance ici. Hmm. Le livre de Clément sur la rhétorique est génial d'ailleurs. Ah oui, le livre de Clément. Attends. Tu parles du pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch? 22 € aux éditions du Seuil? Ouais, je connais, ouais. Je connais, ouais. C'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Il te l'a dédicacé au moins? Est-ce qu'il m'a dédicacé cet enfoiré? Oui, 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 pardon. Pardon, oui, oui, Clément Viktorovitch m'a dédicacé le livre. Cher Jean, en souvenir du premier concours d'éloquence en direct sur Twitch, au plaisir de te retrouver, amitié Clément. Et oui, j'avais produit le premier concours d'éloquence sur Twitch à l'époque. Ah, les souvenirs. euh... Fais plus de raids, bisous Clément. Il m'a fait un raid là, Clément, quand il a fini son stream ou pas? J'ai pas vu. Ah ouais, ça raid plus les potes. Ou alors il a pas fini. Ah si, 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 il a fini. Non, non, mais non, non, je disais ça juste comme ça, hein, c'était juste par curiosité. Ah, voilà. Non, non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs, c'est pas. Disons que en ces temps d'unité, des Jeux Olympiques, des valeurs de l'olympisme, en ces temps d'union de la gauche, enfin bon, c'est pas grave. Il arrête son illustrateur. Ah non, mais très bien, très bien. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez, c'est bon, calmez-vous, j'ai rien dit. Ne jetez pas l'eau propre. Oui, ne jetez pas l'eau propre. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai offert son premier skateboard à mon neveu. Ça, c'est ma responsabilité de tonton. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, j'ai fait du skate pendant 10 ans. J'étais un skateur acharné et j'ai adoré ça. Vraiment, c'était toute mon adolescence en fait. Toute mon adolescence. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le skate. Et, euh, et là, mon neveu, il a 8 ans. Du coup, j'ai demandé à sa maman, je lui ai dit, tu penses que je peux lui offrir un skate? Et elle m'a dit, ouais, en vrai, vas-y, c'est bon, c'est l'âge. Et du coup, je suis allé dans un skate shop. Je suis allé dans le même skate shop que celui dans lequel j'allais à l'époque. Parce que moi, j'ai pas de skaté depuis 15 ans. Et donc, je suis retourné au skate shop. Et je lui ai acheté un skate que j'ai composé moi-même et tout. Et c'était trop cool. Et donc, je lui ai offert. Et donc, voilà, donc je lui ai appris à faire du skateboard. Hier, on est allé. Un skate shop, ça existe? Oui, bien sûr. Un magasin de skate, ça s'appelle un skate shop. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es pas dans la team, toi. T'es pas dans les gens cool qui font du skate, qui connaissent un peu le jargon. Et donc je lui ai offert son skateboard et je lui ai montré un peu. Bon, alors par contre, je l'ai emmené dans un skatepark pour lui montrer. Et bon, on arrive au skatepark, évidemment, le skatepark il est rempli parce que là il fait super beau en ce moment, c'est l'été à Paris et tout. Le skatepark il est rempli de mecs de 2 mètres de haut qui font des tricks incroyables et tout. Donc autant dire que mon neveu il était giga intimidé. Genre il était là comme ça, il les regardait, il était super impressionné. Et j'essayais de lui montrer qu'il faut rouler et tout, mais évidemment il sait pas rouler donc c'était vraiment le tout début. J'ai essayé de lui montrer un peu.
Et en fait, c'était pas une bonne idée de l'emmener dans un skatepark, hein, parce que il a rien appris au skatepark du coup. J'aurais dû le mettre dans une rue déserte et puis on pousse. Tu skates encore? Non, je skate plus depuis 15 ans. Et j'ai pris 40 kilos depuis l'époque où je skatais. Donc autant te dire que maintenant, quand je monte sur un skate, j'ai les genoux qui vibrent. Et je suis mort de trouille en fait. Je suis terrifié sur un skate. Combien ça, combien? Ah oui, j'ai pris 40 kilos. Aujourd'hui, je fais 80 kilos. Quand j'étais ado, je devais en faire 40, 45. La trentaine est passée par là. Ah ouais, la trentaine, le streaming, le jeu vidéo, la sédentarité, tout ça quoi. Hmm. Go perdre 40 kilos et t'y remettre. Non mais tu sais qu'en vrai, tu sais que ça me titille, mais le truc c'est que je connais aucun skateur à Paris, je sais pas avec qui skater, je sais pas où skater. Je suis plus dans les groupes moi, je suis plus dans le groove. Des excuses, c'est que des excuses. Et donc du coup j'ai oublié de lui offrir à mon neveu, mais je lui ai acheté un tool. Ça c'est le truc qu'on n'avait pas quand j'étais... Moi quand j'étais gamin, quand on skatait, on n'avait pas ça. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un tool. C'est une clé de 14, une clé de 11 ou 12, je sais plus. Et une clé pour la visserie, avec le tournevis derrière. Et nous on n'avait pas ça quand on skatait, quand on était jeune, donc quand on voulait faire des... La clé de 14 elle sert à régler la dureté de son truck pour la capacité du skate à virer. Et du coup on allait sur les chantiers. On allait sur les chantiers, on demandait aux ouvriers si on pouvait emprunter une clé de 14. On allait dans les garages automobiles aussi, on faisait ça. Voilà, je me souviens. C'était les bons souvenirs. S'il est vraiment novice, tu as encore le temps de lui offrir. Oui, oui, complètement. Complètement, complètement. Mais bon, maintenant que je l'ai acheté, je vais lui offrir. Donc voilà, j'ai fait mon tonton cool et c'était important. Sans parler de remonter sur une planche, perso, un stream où t'as une planche et tu nous expliques, etc., les détails de comment ça fonctionne et comment tu le règles, perso, je suis hyper chaud. Oh non, je ferai pas ça, les gars. Je vais pas streamer en stream. Je vais pas skater en stream. Alors, on avait fait une émission, alors pour ceux qui s'en souviennent, je sais pas si vous connaissez le streamer Kenny. Avec Kenny, on avait fait une émission spéciale. Attends, hop, on avait fait un stream sur sa chaîne. Parce que lui, c'est un skater. On avait fait un stream sur sa chaîne. Chaîne YouTube. Parce que comment mon Tinder ce matin. Avec Jean Massier. Il y avait, en fait, il avait fait un truc où il avait proposé à des streamers de venir skater avec des skateurs pros. Et on avait appris à skater, on avait fait des contests, etc. Et donc, je m'étais retrouvé avec Joseph Garbacho, que vous voyez ici. Joseph Garbacho, que j'ai rencontré du coup. Un des meilleurs skateurs français. C'était à Lyon, c'était au skatepark de Gerland, ouais. Et Joseph Garbacho, du coup, je l'ai rencontré, on a sympathisé, et j'ai découvert sa chaîne YouTube. Et il était aux Jeux Olympiques. Et voilà, on avait tout le skatepark pour nous. Il y avait Lo-Fi Girl, Lo-Fi Girl, qui jouait de la musique. Parce qu'ils sont lyonnais. Et on avait fait du skate en stream. Et c'était trop bien. Et on racontait des conneries. Attends, faut que je vous le montre ça. C'est des malades. C'est des malades. Mon ressenti, c'est que l'article 40 de la Constitution, c'est le meilleur outil de rationalisation du parlementarisme. Mais on est en droit de se demander si un usage qui en est fait par un gouvernement minoritaire
n'en vient pas à créer un rapport de suggestion du Parlement par rapport au gouvernement pour justement pallier un manque de légitimité démocratique. Ce qui va se passer, Je peux pas m'empêcher de raconter des conneries, je suis désolé. Hein. Là, tu mets une caméra, un micro. Ouais, il y avait Moment qui était là. Et à un moment, il s'était blessé, je me souviens. Il s'était un peu éclatax la cheville. Quand t'avais fait du surf, ça t'a rappelé les sensations du skate? Ouais, carrément, carrément. Le surf, c'était trop cool. Alors, le surf, si vous vous souvenez. Jean Massier bipolaire, Jean Massier dépression. Ah bah super. Ah bah génial, j'adore. Surf. Voilà, avec la Surfrider Foundation. On avait fait un déplacement chez la Surfrider Foundation avec Ava, avec Trivia, avec Bren. Et on avait rencontré l'association, on avait discuté avec Rivenzi aussi qui était là. On avait discuté avec l'association qui nous expliquait plein de trucs. Ensuite, on était allé nettoyer une plage. On avait fait ça. Et à la fin, on avait surfé comme des rois. Et c'était trop bien. En vrai, c'était trop cool. On s'était trop marré. Quel enfer. Bon, tout ça, c'est sur ma chaîne. Hein, si vous voulez regarder, n'hésitez pas. C'est l'époque où j'avais commencé à stream. Ah ouais? Bren, il dose le surf. Ah ouais, Bren, c'est un très très bon surfeur. C'est un très bon surfeur. C'est pour ça que je voulais que Bren vienne avec nous, etc. Et donc on avait surfé. C'était trop cool. C'était trop cool. La bipolarité et la dépression, c'est aussi sur ta chaîne? Non, je sais pas où c'est, je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas. Un des premiers montages que j'avais fait en stream, c'était trop bien. Ah ouais, ça tu l'avais monté en stream ça? D'accord. C'était trop cool. C'était trop cool. C'était vraiment chouette. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que non, je vais pas me remettre au skate, c'est pas du tout réaliste, et c'est pas grave. Mais ça me fait plaisir en tout cas de transmettre ça à mon neveu. Et j'espère que lui, il en fera du skate quand il sera ado. Il est encore un peu jeune. Longboard pour y aller cool. Ouais, longboard pour y aller cool. Après, tu sais, moi j'habite dans Paris intramuros, le longboard c'est un peu compliqué. T'as arrêté le vélo? Alors j'ai vendu mon vélo. Ça y est, j'ai vendu mon vélo. J'ai enfin vendu mon vélo. Ça fait plaisir. J'ai mis 6 mois à le vendre. 5 mois. Un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Pour ceux qui avaient raté l'événement, sur Le Bon Coin, et je l'ai vendu sur Le Bon Coin. En fait, l'année dernière, à la rentrée, en septembre, je m'étais acheté un vélo électrique et j'ai fait le truc qu'il faut pas faire. C'est que je me suis laissé séduire par des chaînes YouTube. J'ai repéré un modèle de vélo. Je suis allé regarder des tests sur YouTube. Il avait l'air trop bien le vélo. J'ai fait vas-y, c'est bon, je l'achète. Et donc je m'étais offert ce qu'on appelle un fat bike. Pour ceux qui ne connaissent pas les fat bikes, c'est un certain type de vélo qui est de plus en plus populaire en Europe, mais qui vient des États-Unis. Ce sont des vélos qui ont été conçus en Californie notamment, qui sont faits pour cruiser tranquillement sur Sunset Beach. Et ce sont des vélos électriques qui ont des cadres un peu stylés, qui font penser un peu à des motos vintage et tout, mais pur vélo électrique, et qui ont la particularité d'avoir des pneus très épais. C'est des pneus de 4 pouces. Pneus de 4 pouces de large, donc c'est vraiment des pneus très très épais. Et ça tient lieu de suspension. Et c'est aussi des vélos avec lesquels tu peux rouler avec une faible pression dans les pneus, ce qui te permet d'avoir plus de grip, notamment quand tu es dans du sable, dans de la terre, de la boue, du gravier, de la neige, de l'eau, etc. Enfin bref, voilà. C'est des vélos qui sont faits pour la plage. Encore une fois, ça a été designé pour la Californie.
Et c'est en train d'arriver en Europe très très fort, et notamment une marque très développée en France qui s'appelle Super 73, qui fait des fat bikes et qui sont assez stylés, etc. Et donc moi je me suis acheté ça en me disant vas-y trop bien, je reçois mon fat bike et tout, donc je l'ai reçu, et dès que j'ai reçu le carton, j'ai compris le problème. Le truc était énorme, mais vraiment énorme. Le vélo était massif. Il était très puissant, mais il était surtout, les pneus étaient giga épais, le cadre était épais, le vélo était long, le truc était énorme. Et en même temps, c'était un vélo qui était pensé pour celui que j'ai acheté, c'était un vélo sur lequel tu peux avoir un passager derrière. Euh, Et donc j'ai roulé un peu avec pendant genre 2 mois. Et au bout de 2 mois, en fait, je me suis dit, mais en fait non, quoi. En fait, non. C'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté à Paris. Paris, c'est une capitale européenne qui a 2000 ans d'histoire, qui a des rues tortueuses, qui a des passages étroits, qui a des... Et encore, Haussmann a fait le travail quand même pour élargir les avenues, mais il y a pire. Enfin, tu vois, j'habite pas non plus à Rome, où là, c'est vraiment l'enfer. Mais en gros, pour Paris, un fat bike, c'est non. C'est beaucoup trop gros. Un fat bike peut être adapté pour quelqu'un qui vit en province. Quelqu'un qui doit rouler dans des sous-bois, quelqu'un qui doit rouler sur du gravier, quelqu'un qui doit rouler sur des routes un peu larges, etc. Là, un fat bike, en vrai, pourquoi pas? Ça peut se justifier. Si c'est ce que tu cherches, si ça te correspond, etc., ça peut justifier. Mais dans Paris, pas du tout. Ça sert à quoi un fat bike? Bah, ça sert à rouler dans les sous-bois, sur le gravier, sur le sable, sur la neige. C'est des vélos qui sont passe-partout, qui sont électriques et qui sont plus confort qu'un VTT. Et donc bref, j'en pouvais plus. Et du coup, je l'ai mis en vente et j'ai mis 1000 ans à le vendre. J'ai vraiment mis 1000 ans à le vendre. Simon Puech, il utilise ça à Bordeaux juste pour le flow. Ben je sais, parce que c'est Simon qui m'a donné envie d'acheter un fat bike. On en a parlé avec Simon, il m'a fait essayer son vélo à Bordeaux. Je suis allé à Bordeaux chez Simon, il m'a fait essayer son vélo, j'ai trop kiffé. J'étais en mode trop bien. Mais c'est pas parce que tu l'essayes sur 10-15 minutes d'essai que le vélo il est adapté à ton usage quotidien, quoi. Donc voilà. Donc je l'ai mis en vente et je l'ai enfin vendu la semaine dernière. Et je l'ai vendu à un couple de jeunes super sympas qui habitent en province, pour le coup, le vélo sera adapté pour eux. Pourquoi tu l'avais acheté du coup? Ah, parce que je croyais que c'était cool. Je croyais que c'était adapté. Je croyais que ça allait être cool. En fait, j'ai regardé, parce que c'est le problème quand tu regardes des vidéos sur YouTube de mecs qui te montrent des fat bikes, des trucs comme ça, ils te donnent que les côtés positifs. Donc toi, t'es trop content. Tu fais, ouais, il a trop raison. C'est vrai qu'il y a ça comme avantage. C'est vrai que c'est un vélo qui a ça. C'est cool et tout. Oui, bien sûr. Euh, Mais juste, j'ai pas rationalisé en me disant, mais en fait, est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin? Est-ce que l'usage que je vais en avoir, c'est adapté? Ça montre bien l'abus de télégraphe. Alors il y avait ça aussi que moi dans mon cahier des charges, dans mon cahier des charges personnel, j'habite sur les hauteurs de Paris, et donc pour rentrer chez moi, il faut que je monte des rues. Il y a des rues très célèbres à Paris qui sont pentues, la rue de Belleville, la rue de Ménilmontant, la rue Gambetta, ouais, toutes ces rues-là. Et c'est des rues qui sont effectivement, voilà, c'est des rues qui montent. Et moi, j'avais dit, je veux monter sans effort. Ça doit être dans le cahier des charges de mon vélo électrique, je veux monter sans effort. Quand je prends des vélos en libre service, les vélos Lime par exemple, c'est des vélos qui montent très bien sans effort parce qu'ils ont un moteur très puissant, etc. Ouais, la rue Le Pic, ouais. La rue des Pyrénées, je l'ai oublié, la rue des Pyrénées, mais t'as raison, ouais, la rue des Pyrénées. C'est pas la plus pentue, mais elle est très longue, la rue des Pyrénées. Et en vrai, quand tu la prends tout en bas, quand tu viens de Nation, là, pour monter jusqu'à Gambetta, et encore, tu peux continuer après, enfin bref, jusqu'à Télégraphe, mais bref. Donc voilà. Il faut un sans-efforceur. Voilà, moi je voulais un sans-efforceur. Donc voilà, donc j'ai enfin vendu ce monstre, et je sais pas encore ce que je vais prendre à la rentrée. Je verrai. Si je me reprends un vélo. Ou alors j'en loue un. Ou alors, c'est parce qu'il y a des systèmes d'abonnement qui sont assez bien faits. Il y a Véligo en Ile-de-France qui est subventionné par la région Ile-de-France.
Louer, ça revient beaucoup plus cher. Ah ouais? C'est possible. Est-ce que tu participes à des universités d'été cette année? Oui, je suis invité à participer à l'université d'été des écologistes, qui aura lieu à Tours, je sais plus quand, et j'y serai. Les écologistes m'ont proposé de venir intervenir. C'est du 22 au 25 août. Ah, c'est dans 15 jours déjà? Putain, ça va arriver vite. Voilà, donc si vous voulez venir boire des coups, moi je serai à l'université d'été des écolos. Un skate électrique? Un skate électrique c'est cool, mais pour des déplacements du quotidien, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y aura des trucs en stream depuis l'université d'été des écolos? Non. Non, non, je vais pas streamer depuis là-bas. Je vais participer à des ateliers, je vais peut-être en animer certains. On est en train de voir ça. Super mauvaise idée le skate électrique. Bah non, il y en a qui kiffent, hein. La rue de Belleville pavée en skate électrique. Ah oui, le bas de la rue de Belleville est pavé, t'as raison. Oui, oui, c'est vrai, le bas de la rue de Belleville est pavé. Ouais, t'as raison. Scooter électrique? Non, non. Non, je pense pas le scooter. Non, 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 non. Non, non. Non, je sais pas. Alors, j'avais essayé un vélo avec mon ami Altisplay, vous savez, le youtubeur Altisplay, qui m'avait prêté un vélo qui s'appelait le Lemo One. Hop. Le Lemo One, un vélo très élégant, très très élégant avec sa batterie ici amovible. C'est un vélo qui a une particularité, le Lemo One, c'est qu'il a été conçu comme un vélo mécanique électrifié. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu retires la batterie et que tu la laisses chez toi, le vélo roule exactement comme un vélo mécanique. Et tu as très très peu de poids supplémentaire, le moteur derrière pèse pas très lourd. Et en fait c'est un vélo mécanique. Voilà, donc ça marche en vélo mécanique pur. Franchement, Jean, si tu veux un bon vélo, va en magasin, tu auras des vrais conseils par des gens qui s'y connaissent pour avoir un bon vélo et quelque chose d'entretenable. Tu as raison, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais je préfère, pour tout ce qui est de mes choix de vie, je préfère m'en remettre au chat de Twitch. Parce que je trouve que le chat de Twitch a un niveau d'expertise, de compétences et d'expérience supérieur à tout ce que tu peux trouver ailleurs. Euh, Voilà. Oui, voilà, vous confirmez. Vous confirmez. Et vu que vous êtes supérieurement intelligent, vous avez raison. Donc j'ai raison de le dire. Prends un fat bike. Ah, c'est pas con, je vais peut-être me prendre un fat bike, ouais. J'aime bien. On est 3000 cerveaux, c'est mieux. Je suis très contente de mon vélo Elops de Decat. Ah ouais? C'est ça le vélo Elops? Je connais pas. Ça m'a tout l'air d'être un vélo mécanique là. Il existe en version électrique? Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais je veux un vélo électrique moi, hein. Je suis un connard.
Ouais, je vous aime bien, mais je vous aime bien, mais c'est un budget, hein. C'est-à-dire. Ah, assistance électrique. Ouais, c'est toujours un budget, hein. Moi, je vous aime beaucoup, hein. C'est pas le sujet. Mais comment dire? Vous connaissez Twitch Prime ou pas? Je sais jamais si c'est clair dans vos têtes ou pas. Si... Après, je veux pas en faire des caisses, hein. Mais je sais que ça existe, Amazon Prime, et que ça rend des services quand même assez extraordinaires. Enfin voilà, bref. Le LD 920E avec vitesse automatique, vélo électrique D4. LD 920E électrique. LD 920E. Ouais, non mais toujours plus fort, hein. Toujours plus haut, toujours plus fort. Euh... Bon voilà quoi. J'adore, hein. Dans le doute, prends une voiture. Alors l'autre particularité de mon vélo électrique, c'est qu'il n'est pas impossible qu'il dorme une partie de l'année dehors. Donc, bon antivol nécessaire, ça c'est sûr. Mais voilà quoi. Un vélo électrique correct, c'est plus de 1500 euros. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Bah, le fat bike que je m'étais offert, il m'avait coûté 1350. 1350 euros. Prends une assurance vol. Ouais, t'as raison. Oui, oui, t'as raison, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Je reviens des Pays-Bas en vélo, absolument tout le monde a un vélo électrique à 3-5K. Ouais, ouais, non, 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 mais très bien, non, non, mais voilà, moi je suis prêt à faire des investissements. Euh, c'est juste que, bon, voilà quoi. Hmm, hmm. 10% du prix pour un antivol. Ouais, ouais, je sais, ouais. Tu vas vivre aux Pays-Bas? Non, c'est pas le projet. C'est pas le projet. Non, mais je pense que c'est une discussion qu'il faut que j'ai avec moi-même à la rentrée, hein. Va falloir que je négocie avec moi-même. Vous savez, c'est un rapport de force, hein. Je suis pas sûr d'avoir la majorité. Je risque de me faire censurer. Il te faut un cap clair. Ah bah ouais, il va falloir là, ouais. D'ailleurs, il paraît que Raphaël Glucksmann veut faire une rentrée politique avec tambour et trompette. Je crois que Raphaël Glucksmann commence à se préparer pour 2027. On va suivre ça. Intéressant. Hmm. Tant qu'il reste sur la trompette. Voici ses conditions. Bah, de toute façon, après, la stratégie de Raphaël Glucksmann, c'est de parier sur l'effet de rejet de la France Insoumise. Est-ce que ça va fonctionner d'ici à 2027? Je sais pas. Et sur quel type d'électorat? Les déçus du macronisme? Peut-être en partie. Sacha Houlier va aller chez Place Publique. Ouais, c'est pas étonnant ça. C'est pas étonnant. Sacha Houlier qui n'a pas réussi à constituer un groupe de social-démocrates dans la majorité présidentielle va probablement aller chez Place Publique, ouais. Hmm.
Vu le passé du Glucksmann, j'espère qu'il va disparaître dans le tréfonds des oubliés. Ça a pas l'air d'emmerder beaucoup ses électeurs. Hein. Ils sont en train de nous vendre Xavier Bertrand en ce moment. Ah bah je sais pas qui essaye de vendre Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand est pressenti pour prendre le poste de Premier ministre, oui. Valérie Pécresse, ouais, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle soutiendrait Xavier Bertrand. Bah, ça montre qu'il y a une partie des Républicains qui seraient prêts à soutenir effectivement un gouvernement de quasi-coalition avec les macronistes. Donc Macron aura réussi son pari de ce point de vue-là. Seulement de ce point de vue-là. Il faut leur rappeler qui a gagné les élections, je crois. Ouais, le Rassemblement National, oui. C'est le premier groupe à l'Assemblée, effectivement. Mais c'est pas la première coalition. La première coalition, c'est Macronisme plus LR. Et la deuxième coalition, c'est le Nouveau Front Populaire. Pourquoi de quasi-coalition si Macron nomme un LR, c'est clairement une coalition? Non, parce que c'est pas certain que Macron parvienne à obtenir le soutien direct des Républicains pour un gouvernement. Peut-être que les Républicains continueront à faire ce qu'ils ont fait sous Elisabeth Borne et Gabriel Attal, c'est-à-dire ils ne seront pas dans la majorité, mais ils la soutiendront indirectement en s'abstenant de voter les motions de censure. C'est peut-être ça, ce sur quoi ils vont aboutir. C'est pas sûr. J'aime pas Bertrand, mais obligé d'avouer qu'il fait un bon boulot social dans ma région. Ça me fait mal de le dire, mais bon. Alors, Xavier Bertrand, son identité politique, c'est la justice sociale. Xavier Bertrand a été élu à la tête de la région des Hauts-de-France en 2015, à l'issue d'une campagne régionale très particulière, puisque Marine Le Pen était candidate pour être la présidente de la région, et que Marine Le Pen voulait obtenir la première région RN de l'histoire de France. Et pour éviter que ça ne se fasse, les partis de gauche des Hauts-de-France ont quitté, se sont désistés du second tour des élections, abandonnant donc toute chance d'avoir des sièges au conseil régional, et soutenant du coup la candidature de Xavier Bertrand. C'est donc grâce aux voix de la gauche que Xavier Bertrand a été élu président de la région Hauts-de-France. Et quand Xavier Bertrand a pris la présidence de la région Hauts-de-France, il a prononcé un discours qui a été vu comme un des marqueurs politiques de Xavier Bertrand et d'une partie des Républicains à l'époque. C'était de dire « Notre job à nous, c'est de faire baisser le RN. Notre job historique à nous, c'est de faire baisser le RN. On est les héritiers de la résistance, machin. On doit faire baisser le RN. Et pour faire baisser le RN, il faut qu'on réponde aux colères populaires qui tiennent le RN et qui lui permettent d'avoir des voix aux élections. Et donc, il faut mener une politique de justice sociale. » C'était ça le discours de Xavier Bertrand. Il a dit que c'est le retour de la droite sociale qui doit accompagner les gens, qui doit leur permettre de sortir de la merde, etc. Et le pari de Xavier Bertrand a été tenu. Xavier Bertrand a réussi à réduire drastiquement les voix du Rassemblement national dans les Hauts-de-France, en tout cas aux élections régionales. Donc Xavier Bertrand est une personnalité politique qui est auréolée de ce succès-là. C'est fort de ce succès-là qu'il a essayé d'être candidat en 2022, pardon, à l'élection présidentielle, et il a cherché à avoir l'investiture du parti Les Républicains, alors qu'il avait quitté Les Républicains depuis plusieurs années quand même. Hein. Mais bon, il a raté sur la dernière marche du podium. C'est Valérie Pécresse qui a obtenu la candidature du parti Les Républicains. Et Xavier Bertrand, il est retourné dans sa région des Hauts-de-France. Donc, voilà pourquoi Xavier Bertrand pourrait potentiellement être un bon choix
pour Emmanuel Macron dans la perspective justement de cette coalition entre LR et les macronistes sur fond de faisons baisser le vote RN. Ça fera toujours que 210 députés. Ouais, ça fera toujours que 210 députés, donc ce sera minoritaire. Donc ils vont devoir négocier des abstentions sur les motions de censure. Soit avec le RN, soit avec une partie du NFP. La droite le considère pas comme un traître. Non, la droite le considère pas comme un traître puisqu'il est revenu chez les Républicains en 2021. Alors qu'il les avait quittés. Il avait quitté son mouvement à lui qui s'appelait comment? Je sais plus. Il me semblait que Macron avait fixé comme objectif une coalition disposant d'une majorité absolue. Je suis d'accord avec toi, je l'ai entendu aussi, de la bouche d'Emmanuel Macron, mais j'ai eu envie de lui répondre t'es des lulus, mon frère, il n'y aura pas de majorité absolue dans cette assemblée, en fait, en soutien à un gouvernement. Tu as vu le stream de Clément Viktorovitch ce matin, tu en as pensé quoi? Oui, pas mal, oui. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, il y en a qui voulaient de la condescendance tout à l'heure. Vous voyez? Il paraît que j'étais pas assez condescendant. Ouais, la lumière est bonne, ouais. La lumière est bien, le micro est bien réglé. Il y a eu quoi? Non, non, il y a rien eu, c'est une blague, hein, c'est une blague. Il y a rien eu. Clément Viktorovitch a fait un stream, c'est tout. Il a pas dit de dinguerie, Clément. Non, 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 j'étais complètement d'accord avec tout ce qu'il racontait. Hein. Bon, il y avait 2-3 moments, je faisais. Mais bon, ça c'est mon travail. Macron cherche toujours à forcer le plébiscite pour asseoir sa légitimité. Oui, et ce qui est bien, c'est que tu peux remplacer le mot Macron dans cette phrase par absolument tous les candidats à toutes les élections. C'est le principe d'une élection. Être plébiscité par les urnes pour avoir une légitimité à gouverner. Mais... mais non, 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 mais très bien, Clément, très bien. Pas de sujet. Quelle heure il est? Il est 15h30. Je vais pas tarder à y aller, moi, les enfants. Hein. C'était... les JO, tout ça. Tu es sûr que la coalition Ensemble plus LR existe? Elle a déjà existé au moment de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Est-ce que ça donnera naissance à une coalition gouvernementale? Ce n'est pas évident. C'est en cours de discussion, à ma connaissance, en l'état actuel des choses. Les discussions continuent. Bientôt l'heure du goûter. Ouais, c'est ce que je me disais, là, ça va être l'heure du goûter. Va falloir que j'y aille, parce que là, vous faites chier, là. Bon, moi, ça me fait toujours autant plaisir, hein, ces petits streams de l'été sans ambition. Voilà, on est juste là pour papoter, on est bien, on est ensemble, il fait chaud, tranquille. Un été culturel et apprenant, exactement.
Vous me donnez faim. Allez, on va tous manger un cookie. Vous savez quoi? On va tous manger un cookie. Voilà, c'est l'heure du cookie, il est 15h30. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde. Passez une bonne suite d'après-midi. À tout bientôt pour d'autres streams. Ciao, ciao, bye bye.